Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 11e opus de notre série de webinaires consacrés au New Space et aux challenges et opportunités que peut représenter cette évolution dans le secteur spatial. Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir d'avoir Loïc Chanviard, qui est mon homologue côté région PACA pour l'animation de l'écosystème du New Space localement. Donc, on abordera avec Loïc la démarche du booster Space for Earth. Loïc étant le responsable monsieur spatial au sein de Safe Cluster. Vous rappelez aussi que cette série de cycles de webinaires est une initiative du booster Centaura qui regroupe comme partenaires au-delà de Minalogic, le CESUG, le Centre spatial universitaire de Grenoble, le Cluster Aerospace Auvergne-Rhône-Alpes pour la partie économique du secteur spatial, Indura, cluster des infrastructures, cluster lumière, comme son nom l'indique, cluster montagne, comme son nom l'indique aussi, et SIM, qui représente la partie usage de la mobilité, et VG Police Valley pour tout ce qui va être l'agritech. Comme d'habitude, vous reprécisez un petit peu la démarche de cette série de webinaires. Donc, pour la deuxième édition, on est dans la même continuité que ce qu'on avait fait l'année précédente. Donc, essayer de vulgariser au maximum un petit peu tous les éléments d'opportunités, de challenge que représente le New Space, sachant que la définition de New Space mériterait à lui seul une dizaine de webinaires, sachant que l'idée étant de favoriser un petit peu la connaissance de ce qui se passe dans le domaine spatial et essayer de fédérer des synergies en vue de monter des projets, en vue de répondre à des appels à projets. Dans l'esprit aujourd'hui, c'est de favoriser justement un petit peu une reconnaissance, une connaissance des différents boosters qui ont été labellisés au niveau du CoSpace, de manière à ce que justement on ne reste pas que dans de l'entre-soi, mais qu'on partage aussi certaines peut-être particularités ou collaborations entre les différents boosters. Sur les sujets abordés, on a eu une présentation le mois dernier sur les appels à projets européens et la démarche européenne sur le spatial. Aujourd'hui, comme je le disais, on va découvrir l'écosystème de Space for Earth. Parmi les thèmes qu'on envisage aussi d'aborder, il y a le Space Climate Observatory, donc découvrir un petit peu ce que représente cette initiative, le Moonshot Institute, de voir comment l'impression 3D et le spatial peuvent apporter des solutions innovantes, aborder aussi la question de l'accompagnement toujours, et notamment à travers les incubations proposées par les ESABIC. Si vous êtes intéressé pour devenir speaker, n'hésitez pas à vous manifester. Si une thématique vous intéresse, également, n'hésitez pas à nous en faire part de manière à ce qu'on puisse l'intégrer dans la ligne éditoriale. Comme vous le voyez, il y a plusieurs dates qui sont planifiées jusqu'au mois de juin, sachant que de manière pragmatique, on a essayé de positionner tous les derniers mardis du mois sur un événement qui devient régulier et habituel, et toujours à la même heure, 13h30. Pour retrouver les précédents webinaires, vous avez sur la chaîne YouTube de Minalogic une playlist consacrée au New Space où vous retrouvez tous les webinaires déjà réalisés. Vous retrouverez celle-ci d'ici quelques heures aussi sur la chaîne de Minalogic. Pour les adhérents Minalogic, je vous informe aussi que il faut absolument vous inscrire pour le lancement de la plateforme numérique WAM ce 5 octobre. Vous aurez une présentation de la plateforme que Minalogic met en place. D'autant plus que j'animerai une communauté consacrée au New Space à travers cette plateforme. Donc, si vous êtes impliqué, déjà adhérent et impliqué dans le New Space, c'est deux bonnes raisons pour vous inscrire à l'événement. Quelques infos avant de donner la parole à Loïc. Vous rappelez que dans le cadre des projets européens, Minalogic est partenaire du projet UFO Project piloté par Aerospace Valley et que dans le cadre de ce projet, un appel à projet est ouvert jusqu'à le 7 octobre et permet de financer des prototypes ou des études de faisabilité pour des consortiums de 2 PME situés dans les régions des pôles et clusters concernés par le projet, donc en France, en Grande-Bretagne, en Grèce, en Roumanie, en Bulgarie, et qui vous permet de bénéficier d'une aide, d'une subvention à hauteur de 60 000 € par PME pour un projet maximum de 150 €
150 000 euros pardon, pour la preuve de concept, et entre 10 000 et 30 000 euros par PME sur des projets à hauteur de 60 000 euros pour les études de faisabilité. Toutes les informations sont disponibles sur le site dufoproject.eu. Dans le cadre de l'Europe, de nouvelles opportunités aussi, via l'ESPA, donc l'European Union Agency for the Space Programme, où deux procurement calls sont ouverts aujourd'hui pour provision of ICT support services and event organization material and support services, donc ouvert jusqu'au 4 octobre et 8 octobre, je vous ai mis le lien, sachant que le SPA est une nouvelle agence européenne et que le PCN Espace pour Horizon Europe au niveau français organise un webinaire le 1er octobre de 14h à 15h pour connaître un peu mieux cette nouvelle agence. C'est les enjeux, enfin la mission de cette nouvelle agence, et surtout présenter aussi les appels à projets que je vous ai mentionnés et d'autres, et surtout vous accompagner sur ces montages de dossiers aussi pour ces appels à projets. Je vous ai parlé du Space Climate Observatory. Il faut savoir qu'il y a aussi un appel à projet qui est ouvert pour des projets pour 2022, certes, mais qui est avec une deadline pour le 15 novembre 2021. Donc, avec pour objectif d'identifier, d'accélérer des projets capables d'apporter des outils d'aide à la décision pour faire face au changement climatique. Idem, deux webinaires vous seront proposés par le SCO pour déposer vos dossiers, donc le 29 septembre et le 14 octobre. Je vous ai mis également le lien pour vous inscrire. Dans la démarche européenne, vous rappelez aussi qu'au niveau de l'Agence nationale de la recherche, vous avez toujours la possibilité, notamment pour les académiques, de financer des réunions de travail en amont d'un montage de projets européens via l'appel à projet montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux, MRSEI, comme son nom l'indique. Et l'objectif, c'est de financer à hauteur de 30 000 euros sur une durée de 24 mois maximum, une organisation en vue de monter un projet, donc de fédérer plusieurs acteurs autour de la table et de faciliter ces échanges de manière à construire au mieux votre dossier. L'appel à projet est ouvert jusqu'au 22 octobre. Dans cet esprit de montage de projets européens, je vous propose aussi de retrouver tous les appels européens prévus, au moins dans la première vague, à partir du mois d'octobre dans le cadre d'Horizon Europe. Donc vous retrouverez en fin de slide, en fin de présentation, tous les appels à projets prévus d'octobre à février. Et je vous invite aussi à visualiser le webinaire qu'on avait organisé justement sur ces financements européens. Quelques infos aussi sur des opportunités plus en termes de formation. Comme je l'avais déjà mentionné la fois dernière, la formation au niveau du CESU qui est proposée, donc qui permet de former sur toutes les questions de systèmes technologiques pour le spatial, notamment avec un prisme sur l'instrumentation et la gestion des données issues de cette instrumentation. La formation est prévue courant février 2022. À confirmer, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Eric Karstel au niveau de l'université pour en savoir davantage. Idem, un call est prévu pour donner des opportunités à des formateurs nouvellement diplômés dans le cadre de l'ESPA. Enfin, vous rappelez que dans le cadre des Space Tours qui a déjà débuté avec certaines régions qui ont déjà défini leurs lauréats, le pitch day consacré au Space Tour 2021 concernant l'Auvergne-Rhône-Alpes aura lieu le 22 octobre au matin. Donc, je vous invite à suivre l'actualité et à vous inscrire dès que possible sur cette demi-journée. Rappelez aussi que en tout cas pour les lauréats ou pour ceux qui ont fait ces démarches, de postuler à l'appel à projet du Space Tour, qu'il existe aujourd'hui l'appel à projet de BPI France IDEMO qui permet de financement aussi complémentaire pour aller beaucoup plus loin que ce qui était proposé à travers le Space Tour, qui était une première approche de financement d'applicatifs en lien avec le spatial. Les événements français de l'écosystème des acteurs du spatial, donc les ASD Days qui auront lieu le 13 décembre au Musée de l'Air et de l'Espace au Bourget à Paris, en banlieue parisienne.
qui est organisé par Restec Paris Région, avec l'opportunité de rencontrer des decision makers, donc des donneurs d'ordre, que ce soit technique ou sur industriel ou technologique ou d'innovation, pour favoriser du business et de l'activité, et voire des projets aussi bien civils que militaires. Je vous ai mis le lien de l'événement. Idem, grosse actualité safe, toujours pour rappel, le 16 novembre, on aura peut-être un événement moins flashé spatial, mais je pense qu'il y a des liens, notamment sur tout ce qui est radiotélécommunication, qui peut être intéressant dans le cadre des usages de systèmes autonomes sûrs en environnement industriel. Et donc, je vous invite à rester aussi informé sur cet événement qui aura lieu le 16 novembre, a priori aux aéroports de Lyon. Dernier peut-être source d'information que je voulais transmettre, c'était l'agenda 2022 qui commence à apparaître, donc le Paris Space Week qui aura lieu les 14 et 15 mars à Paris, et EA Cross Space à Montréal qui aura lieu le 21 et 22 juin 2022, donc pour la deuxième édition. Et petit rappel, un petit comeback sur les Geo Data Days pour lesquels Minologique et des partenaires donc, qui se sont déroulés les 15 et 16 septembre 2021. Donc l'événement de la géomatique, donc un très grand succès. On félicite Afigeo pour l'organisation et pour ce résultat avec 700 participants, 80 speakers et 50 exposants. Et surtout, vous avez la possibilité de télécharger toutes les présentations qui ont eu lieu, notamment celles qui ont été réalisées dans le cadre du spatial avec le partenariat qu'Afigeo avait monté avec Connect Backness. Et sans transition, je vais passer la main à Loïc, donc qui est responsable du domaine d'activité stratégique spatiale chez Ceph Cluster et qui pilote le booster CoSpace Space Force. Donc Loïc, je te passe la main et pour dévoiler un petit peu le contenu de ton intervention, c'est revenir un petit peu sur des basiques au niveau du spatial et après rentrer plus concrètement dans la communauté, l'écosystème que tu représentes, et puis aborder au final un petit peu les sources de collaboration ou des pistes de réflexion avec lesquelles on aimerait partager. Voilà, je te passe la main, je disparais et je te laisse faire. Merci David. Bonjour à toutes et à tous. Donc comme l'a précisé David, je suis donc en charge des activités spatiales pour le pôle SAFE. Et je m'occupe également donc, du booster Space Force. Et pour être complet, je suis basé à Sophia Antipolis, donc dans le sud de la France. D'abord, je tenais à remercier David pour cette initiative, puisque en fait, ça correspond exactement à la vision que l'on a, nous, dans le sud de la France, de développement des applications spatiales et du spatial en général. C'est-à-dire que ça ne se passe pas au niveau des régions, mais ça se passe au niveau de la France entière, voire même de l'Europe. Donc, toutes les collaborations, toutes les intersections possibles et imaginables sont bonnes à développer. Donc, je pense que c'était important de le rappeler en introduction. Donc, on va parler dans cette session de choses un petit peu, comment dire, un petit peu génériques, qui sont le New Space, la nouvelle économie du digital, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut, à partir des services et des données produites par le spatial, alimenter toute une économie qui existe déjà, qui est celle du digital. Et puis, on verra ce que sont les boosters et quelle est la spécificité du booster Space Force, et surtout les atouts de la région, et les rapprocher un petit peu des atouts de votre région Rhône-Alpes-Auvergne, que je connais bien puisque j'en suis natif. Alors, donc pour être, je vais essayer de faire une première partie suite à une discussion avec David qui m'a dit qu'en fait, quand on parle d'application spatiale, c'est pas forcément extrêmement clair de savoir de quelle matière on parle, c'est-à-dire quels sont les services et les données que peuvent produire les satellites. Donc, je vais essayer de faire un rappel qui va représenter à peu près la moitié de ma présentation et qui va tenter de vous éclairer un petit peu sur qu'est-ce que c'est que le spatial et qu'est-ce qu'on peut en attendre en termes de services. Et dans la deuxième partie, je me focaliserai plus sur la partie spécificité de l'écosystème,
Et on essaiera d'envisager, comme le disait David, les pistes de collaboration qu'il peut y avoir entre les écosystèmes Rhône-Alpes-Auvergne et Région Sud. Alors là, j'avais une petite démonstration d'un simulateur de satellite. Malheureusement, je ne crois pas que ça passe. Donc, je vais juste rappeler en quelques mots ce qu'est un satellite, parce que ce n'est pas toujours des choses qui sont très évidentes pour tout le monde. Il y a 3 choses à savoir pour un satellite. Bon, c'est évidemment un objet qui tourne autour de la Terre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 choses importantes. La première chose, c'est que ce qu'on appelle une orbite, c'est-à-dire la trajectoire de ce satellite, c'est une sphère, un cercle ou une ellipse. Que ce cercle ou cette ellipse, forcément, est dans un plan qui passe par le centre de la Terre. Donc, cette trajectoire ne peut pas être, par exemple, à la verticale du 45e parallèle. Ça n'existe pas. La deuxième chose, c'est que plus cette orbite est, on va dire, un rayon important, donc plus le satellite a une altitude importante, et moins celui-ci va tourner rapidement autour de la Terre. La troisième chose à savoir, c'est que ces orbites ne dépendent pas de la masse du satellite que l'on va mettre en orbite. C'est-à-dire que donc une station spatiale de plusieurs centaines de tonnes va avoir la même trajectoire, va être sur la même orbite et va tourner à exactement la même vitesse qu'un nanosatellite de quelques kilos. Donc, la conclusion, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses avec les satellites, mais on ne fait pas exactement ce que l'on veut. Et par exemple, avoir un satellite géostationnaire à 500 km, ça, c'est pas possible. L'orbite géostationnaire est à 36 000 km, et si on veut toujours la verticale du même point, c'est comme ça et pas autrement. Bon, là, je voulais vous montrer aussi de la même façon, vous regarderez sur ce lien, vous avez une cartographie temps réel de tous les objets qui sont actuellement en orbite, pour que vous puissiez un peu vous figurer de tout ce qui est actuellement dans l'espace. Et vous verrez qu'il y a à la fois beaucoup de systèmes actifs, beaucoup de systèmes inactifs, et aussi beaucoup de débris. Un petit rappel aussi, bon, dans l'industrie spatiale, il y a 4 grands segments. Il y a d'abord la fabrication des satellites en eux-mêmes. Alors, j'ai mis des petits logos safe avec une taille plus ou moins importante en fonction de l'importance qu'a notre écosystème par rapport à ces 4 segments. Donc, sur les fabrications de satellites, on a évidemment un des numéros 1 mondiaux dans le cadre de l'assemblage, l'intégration des satellites, et en particulier des constellations, c'est Thales Alenia Space. Ensuite, ces satellites, il faut les lancer, donc avec des lanceurs, des fusées. Là, sur l'écosystème SAFE, mis à part quelques sous-systèmes, on n'a pas énormément de choses. Bon, c'est en train de se développer parce que là encore, dans le cadre du New Space, il y a pas mal de choses qui se développent autour des nano-lanceurs, des micro-lanceurs, mais on n'est pas un territoire réputé pour fabriquer des lanceurs. Ensuite, il y a le segment sol. Une fois qu'on a mis le satellite en orbite, il faut pouvoir le contrôler, il faut pouvoir récupérer les données et il faut pouvoir communiquer avec lui. Donc là, on a quelques éléments au niveau startup, mais encore une fois, mis à part l'activité régalienne de Thales Alenia Space dans ce secteur-là, ce n'est pas non plus une activité dans laquelle on est particulièrement visible. Ensuite, il y a évidemment tout ce qu'on appelle le downstream, c'est-à-dire tout ce qui est application spatiale. Une fois qu'on a les données, une fois qu'on a le service, c'est faire en sorte que ces choses-là se retrouvent dans des produits et sur les marchés. Donc, dans votre smartphone, dans votre récepteur GPS de votre voiture, ou dans tout autre système ou tout autre service à forte valeur ajoutée. Et puis, entre ces 4 segments-là, on va avoir ce qu'on appelle le New Space, parce que le New Space, c'est un petit peu intégrer tout ça dans des solutions qui sont un peu low cost. On va voir un petit peu la définition qu'on a au niveau de la région du New Space. Le New Space, si je devais le résumer en une phrase, parce qu'il n'y a pas vraiment de définition officielle, comme le disait David en introduction. Chaque acteur a sa propre définition, sa propre perception. Et en particulier, si vous demandez à une start-up ou à un grand groupe sa définition du New Space, vous aurez quelque chose de complètement différent. Mais d'une manière générale, on peut dire que c'est un changement de paradigme qui touche l'ensemble de l'industrie spatiale
en particulier celle qui, on va appeler historique, c'est-à-dire celle qui est née avant les années 2000. C'est un changement de paradigme au niveau de la nature des compétiteurs, des chaînes de valeur, des business, des applications, des nouveaux business models associés, de la typologie des clients, et puis donc de l'ensemble du marché du spatial en lui-même, qui devient très transversal et très fragmenté, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Alors, dans le New Space, on peut distinguer deux grands secteurs. Il y a le secteur du downstream, c'est-à-dire du digital et des applications. Là, on est dans tout ce qui est problématique d'open data, de data as a service. Donc, on est dans des nouveaux modèles d'affaires. Et puis, il y a un nouveau changement de paradigme aussi, c'est que les pouvoirs publics mettent énormément de services en libre accès et gratuit. Ça, c'est des programmes comme Galileo qui vous permet de vous géolocaliser avec votre téléphone et comme Copernicus qui vous permet d'avoir accès à des données gratuitement, des données d'observation de la Terre gratuitement. Sur l'upstream, c'est-à-dire sur les systèmes, on va être face à un changement de paradigme sur les coûts. Il faut que tout soit moins cher. Il faut que des masses soient les plus faibles possibles, parce que qui dit masse dit coût au lancement. Et il faut que ce soit le plus compact possible pour entrer dans des CubeSats, donc des choses qui font 10 par 10 par 10 ou 10 par 10 par 20 ou 10 par 10 par 20 par 30. Et puis le dernier point, c'est évidemment une faible consommation énergétique, parce que sur un CubeSat ou sur un satellite de petite taille en général, on a moins d'énergie disponible. Donc en gros, on peut dire qu'aujourd'hui, le New Space, une définition en quelques mots, c'est du spatial pour tous et pour tous les usages. C'est ça qui change. Alors, je vais faire un très rapide rappel sur les données et services spatiaux. Donc, on va faire un focus sur l'observation, la géolocalisation, la télécommunication et l'observation de la Terre. En fait, on va le faire dans un ordre complètement différent, puisqu'on va commencer par l'observation, on continuera sur la géolocalisation, ensuite sur les télécommunications. Mais en gros, ce sont les trois grands domaines applicatifs qu'on peut trouver pour le satellite, dont deux sont associés à des programmes européens de très grande envergure, que sont Galileo, donc à peu près 13 milliards d'euros investis par l'Europe dans la mise en place de la constellation, et 8 milliards sur Copernicus pour l'observation de la Terre. Donc, je vais commencer par l'observation de la Terre. Bon, quelques exemples de satellites d'observation. Vous en avez deux grandes classes. Vous avez les satellites qui font de l'acquisition systématique, c'est-à-dire que toute leur vie, ils vont enregistrer des images à la verticale de là où ils passent. Et c'est le cas, par exemple, des satellites Sentinelle. Donc, ils regardent la Terre en permanence et ils stockent tout en permanence. Donc, vous pouvez accéder à ces données-là à partir du moment où elles sont, stockées, où elles sont traitées, et à partir du moment où il y a certaines conditions d'observation qui font que vous avez accès à des informations intéressantes. Ça, on verra après. Ensuite, vous avez des satellites, donc ça, ce sont les satellites Sentinelle qui forment, on va dire, qui font partie du programme Copernicus. Ensuite, vous avez des satellites d'acquisition programmée qui, eux, en fait, on va leur demander de regarder à certains endroits précis, dans certaines conditions. Donc, il y a une certaine forme d'agilité qui est proposée. Et donc, qui dit agilité, dit coût beaucoup plus élevé que dans le premier cas. Voilà, il y en a d'autres, mais c'était juste pour donner quelques exemples. Alors, quelques exemples aussi. Un exemple plutôt intéressant et sexy, c'est ce qu'on appelle l'orthophotographie, c'est-à-dire une belle photo de l'atoll de Bora Bora, voilà, avec une résolution de ici 30 cm. On a des très très belles images où on regarde la Terre à la verticale, et donc on a ce qu'on appelle de l'orthophotographie. Mais on peut aussi ne pas regarder à la verticale, on peut regarder avec un léger tilt, et ça c'est ce qu'on va pouvoir faire avec des satellites agiles, par exemple de la constellation Pléiade ou de Spot. Mais il ne faut pas oublier que ça, c'est une chose que les utilisateurs oublient souvent quand on parle d'imagerie spatiale. On a l'impression qu'on a une vision très hollywoodienne des choses avec des images qui sont en temps réel, qui sont toujours très belles. La plupart du temps, et quand je dis la plupart du temps, c'est 90% du temps, une image satellite, ça ressemble à ça. Ça, c'est la France avec sa couverture nuageuse classique.
Donc, c'est très compliqué d'avoir accès à des images, en tout cas en optique, avec de l'information accessible. À titre d'information, sur un satellite Sentinelle, le satellite il repasse à la verticale du même point tous les 4 jours, à peu près. Et si tous les 4 jours, il repasse au moment où il y a des nuages, eh bien, il n'y a pas d'image exploitable à ce moment-là. Donc, les images ne sont pas garanties. Les images sont garanties, mais pas les conditions d'observation. Ça, c'est un point important. En ce qui concerne la résolution, on parle souvent de satellites de faible résolution, basse résolution, moyenne résolution, haute résolution, ou très haute résolution. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à 10 mètres de résolution, on voit globalement les agglomérations. Ici, vous avez une image du Cap d'Antibes, on voit là où sont les zones habitées et là où sont les zones végétalisées. À 3 mètres de résolution, on commence à voir l'empreinte au sol des bâtiments. Et enfin, à 30 cm de résolution, on peut dénombrer les véhicules qui sont présents sur un parking. Donc vous voyez qu'il faut être très attentif à ce que l'on souhaite voir, parce que il y a un principe de base, c'est plus on monte en résolution et plus le prix des images sont chers. Ce qui n'est pas forcément toujours vrai, mais il faut partir de ce principe-là. Donc pour pallier à la problématique de la couverture nuageuse, ce qu'on utilise souvent, ce sont les images radars. Donc les images radars sont complètement, ne sont pas sensibles à la couverture nuageuse, donc au temps, et donc vous êtes quasiment assuré d'avoir à chaque passage du satellite une image exploitable. Elle a cet avantage-là, par contre elle a d'autres inconvénients, c'est que la résolution est souvent plus faible, et il n'y a pas de notion de couleur, mais on peut avoir accès à d'autres types d'informations qu'on verra après. Donc là, vous avez un exemple d'usage du satellite, de l'imagerie radar pour faire détecter une zone de dégazage d'un bateau au nord du Cap Corse. Donc on voit dans le cercle la nappe d'hydrocarbures qui a été lâchée par un bateau. Un autre usage du radar qui est très méconnu, trop à mon goût, c'est l'interférométrie radar, qui permet entre 2 passages du satellite de mesurer des différences d'altitude inférieures à 1 mm. Alors vous imaginez le satellite, 800-900 km d'altitude, et il est capable de voir entre deux de ces passages comment les choses ont évolué. Et donc vous avez sur cette image-là, qui représente le port de Marseille, il me semble, des zones en rouge qui sont des zones d'affaissement qui ont été détectées par le satellite. Donc les zones en vert sont les zones qui n'ont pas bougé, les zones en jaune, les zones qui ont un peu bougé, et en rouge, les zones critiques. Donc on peut imaginer beaucoup d'usages par rapport à tout ça, détecter des affaissements, comme sur cet exemple-là, surveiller des sites critiques, des centrales nucléaires, des barrages, regarder l'impact de catastrophes naturelles, ou même prévenir des catastrophes naturelles comme les glissements de terrain. Puis on peut surveiller aussi l'évolution des glaciers ou le niveau d'enneigement des stations. Alors avec un petit bémol sur l'enneigement des stations, que ça dépend aussi des conditions et de la température, de la nature de la neige. Le satellite, ça peut être aussi de l'imagerie hyperspectrale. Alors l'imagerie hyperspectrale, il faut l'en considérer comme une image très enrichie par rapport aux images qu'on voit classiquement. C'est-à-dire qu'une image classique, c'est rouge, vert, un canal rouge, un canal vert, un canal bleu. Et bien là, dans l'imagerie hyperspectrale, vous pouvez imaginer la même chose, mais avec 12 ou 17 ou 20 canaux différents. Donc c'est une image qui est très difficile à visualiser en tant que telle. Et c'est là qu'interviennent ce que vous avez déjà vu, qui s'appelle les images en fausse couleur. Donc en fait, on représente quelque chose que l'on souhaite voir dans une couleur qui n'est pas une couleur naturelle. Et là, vous avez une photo d'un feu de forêt gigantesque qui a eu lieu en Afrique du Sud, à Cape Town. Et on voit clairement les zones brûlées, des zones végétalisées qui là apparaissent en rouge. Donc ça permet l'imagerie hyperspectrale de voir des choses qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu, et surtout de bien les mettre en évidence sur une carte ou sur une image.
Voilà un autre exemple. Là, c'est pour l'agriculture. Ça permet de voir, en fait, de discerner le blé qui est mature du blé qui n'est pas mature. Donc, en rouge, vous avez le blé qui a un fort indice de chlorophylle, donc qui est mûr, de champ de blé qui apparaît complètement vert et qui n'a pas besoin d'être moissonné. Voilà pour l'observation. On va passer rapidement à la géolocalisation. Là aussi, ça paraît extrêmement simple. Tout le monde a entendu parler de GPS, de Galileo, de tout un tas de services. Finalement, c'est assez transparent pour l'utilisateur. On a des choses sur son téléphone. Mais en fait, ça peut être un peu plus complexe que ça et un peu plus utilisé dans des conditions un peu différentes que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, pourquoi Galileo? Galileo, c'est déjà une question de souveraineté européenne. Si demain, les Américains décident de couper GPS sur la zone Europe, eh bien, vos smartphones ne vous permettent plus de vous géolocaliser, donc c'est un problème. De la même façon pour GLONASS côté russe et pour Beidou côté chinois. L'autre évolution, c'est, on va dire, une haute précision. Il faut entendre par là plutôt une augmentation de la précision par rapport à GPS, ou par rapport à ce que votre smartphone est capable de faire actuellement. On va voir aussi que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais c'est surtout une sécurité, une sûreté de fonctionnement. C'est-à-dire que vous avez certaines applications où si on vous dit vous êtes ici à 3 mètres près, bah, ça peut convenir. Mais si on vous dit vous êtes là à 3 mètres près avec une garantie de mesure à 3 mètres près de 80%, bah, pour poser un avion, ça devient plus compliqué. Donc ça, c'est un point de vue important. Un autre exemple de la sûreté de fonctionnement, vous avez un exemple en bas avec le guidage de précision des aveugles dans une ville. Si vous n'êtes pas sûr à 100% d'être à 3 mètres près, vous risquez d'envoyer l'aveugle dans le caniveau ou dans un trou de chantier. Donc ça, c'est un peu problématique. Le quatrième point, c'est la continuité de service et surtout la question du temps d'accès à la géolocalisation. Il y a un temps pendant lequel, quand vous allumez votre smartphone, vous n'avez pas accès à votre géolocalisation tout de suite. Il faut attendre que le système ait récupéré toutes les informations, les éphémérides, etc., pour vous donner une précision, une information avec une bonne précision. Normalement, avec Galileo, vous devriez avoir ce temps qui va être fortement réduit. Et ça a un impact également sur l'endurance des dispositifs. C'est-à-dire, plus vous cherchez vos satellites, plus vous consommez de l'énergie et moins votre récepteur est endurant. Si vous êtes sur une batterie, évidemment. Donc, en fait, c'est des nouvelles fonctions pour de nouveaux usages, pour des nouveaux produits, des nouveaux marchés. Surtout, c'est pour la compétitivité et la souveraineté européenne. Donc, voilà un peu ce qu'est Galileo, en quelques mots. Donc ça, je vais passer très rapidement, mais la question de la sécurité et de la sûreté de fonctionnement, ça peut être vu du point de vue de Galileo de deux points de vue. Du point de vue de l'utilisateur, vous pouvez avoir peur d'une malveillance externe, c'est-à-dire quelqu'un qui vous brouille le signal, quelqu'un qui vous fait perdre en précision, ou l'environnement qui fait que vous perdez en précision, ou quelqu'un qui vous dit que vous êtes à un endroit alors que vous êtes à un autre. Donc ça, on va hacker le signal Galileo. Donc ça, c'est une première source d'insécurité. La deuxième source, ça peut être par rapport à l'usager lui-même. C'est-à-dire que lui, il peut être malveillant, il peut vouloir faire croire à un tiers qu'il a un endroit plutôt qu'à un autre. Et donc là, il peut y avoir une notion un besoin d'authentification de l'information que l'on fournit. Je vous donne un exemple, c'est vous faites un constat d'assurance, de plus en plus, on vous propose de prendre une photo qui est géolocalisée de l'accident. Rien ne vous empêche de changer actuellement votre géolocalisation pour faire croire que vous étiez à totalement un autre endroit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le spoofing par l'utilisateur. Et normalement, Galileo devrait apporter de très grandes évolutions par rapport à ces deux problématiques de sécurité et de sûreté. Une autre chose qui est très peu
qui est très peu connu, c'est que le GNSS, c'est avant tout le contrôle du temps. C'est-à-dire que c'est avoir accès en permanence à une horloge atomique qui vous donne un temps précis à la nanoseconde près. Et ça, c'est utilisé par exemple dans les télécommunications, dans les accélérateurs de particules, enfin dans tout un tas d'usages pour les transactions bancaires. Donc c'est un usage qui est assez peu connu du grand public, mais qui est presque l'usage le plus, on va le dire, le plus récurrent du GNSS. Pour les télécommunications, je vais faire très vite parce que j'ai qu'une seule planche. Juste envoyer quelques messages. On parle souvent des télécommunications par satellite comme étant des choses très chères, difficiles à mettre en place. Enfin bon, en gros, c'est pas pour tout le monde. Eh bien si, les télécommunications par satellite, c'est fait pour tout le monde, puisqu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un abonnement à une connexion Internet pour à peu près le prix d'une connexion ADSL, c'est-à-dire entre 30 et 40 euros par mois. Ça peut permettre de donner accès à de l'IoT, c'est-à-dire à des télécommunications faible débit et multi-agents, mais de façon globale, c'est-à-dire sans zone blanche. Donc vous n'avez pas à vous soucier de savoir si vous êtes en couverture LoRa, 3G, 4G, 5G, peu importe. Là, le satellite vous apporte de l'IoT partout. Et ça, c'est accessible assez facilement. Et puis surtout, voilà, je discutais une fois avec les pompiers qui me disaient, moi, un téléphone satellite, c'est compliqué, il faut acheter un nouveau terminal. Non, il n'y a pas besoin d'acheter un nouveau terminal. Vous achetez un boîtier Turaya dans lequel vous mettez votre smartphone. Vous prenez un abonnement et vous transformez votre smartphone avec toutes ses fonctionnalités en téléphone satellite. Donc voilà, l'idée reçue, les télécoms par satellite, c'est cher, c'est compliqué, ça, c'est pas forcément vrai. Voilà, donc je n'ai fini pour la première partie. Concernant la région sud et le booster Space for Earth. Donc, en ce qui concerne mon activité au sein du pôle SAFE, on a 3 grands domaines d'activité en région sud. C'est, on va dire, tout ce qui est industrie spatiale, qui est fédéré autour des maîtres d'œuvre industriels, en particulier le principal maître d'œuvre industriel présent sur le territoire, c'est-à-dire Thales Alenia Space. Là, on organise les chaînes de valeur, on essaye de faire en sorte que la sous-traitance soit à la fois compétitive et diversifiée, qu'elle ne dépende pas que du spatial. On a des sujets comme le développement de l'innovation en général, encore une fois, la compétitivité industrielle. L'idée, c'est d'arriver à faire des satellites qui sont vendus par Thales Alenia Space le moins cher possible, les plus innovants et les plus performants. Ensuite, il y a le côté New Space. Donc, dans mon vocabulaire New Space au sein du programme, le New Space, c'est tout ce qui va être activité spatiale qui ne passe pas par les donneurs d'ordre et donc qui est fédéré plutôt par des chaînes de valeur PME. Donc on a une grosse activité sur le développement du New Space en région et je vous expliquerai après un peu comment et pourquoi on le fait. Et ensuite, la grosse activité, c'est sur le développement des usages du spatial. Donc là, on rentre de plein pied dans le champ d'action des boosters et donc du booster Space for Earth, qui est le booster de la région sud. Donc qui est un des partenaires, des 6 autres partenaires du booster Centaura en région Aura. Voilà, donc en gros, ça c'est le principe des boosters en général. L'idée, c'est de mettre en relation des écosystèmes qui connaissent très bien le monde du spatial, en particulier les 3 grands domaines que je viens de décrire, c'est-à-dire l'observation, la géolocalisation et les télécommunications. Les mettre en relation avec des gens qui sont des spécialistes du numérique, qui maîtrisent des technologies comme le big data, le data processing, tout ce qui est la problématique de géomatique et de SIG, le web sémantique pour référencer tout ça, et les télécommunications, évidemment. Et puis en bout de chaîne, on a des gens qui ont des usages, qui savent aller sur des marchés applicatifs, que sont le maritime, le tourisme, Smart City, tout ce qui est énergie renouvelable, donc études de gisements énergétiques, la e-santé, et tout ce qui est domaine des risques et de la sécurité globale. Donc là, qui est plutôt le domaine régalien de SAFE. Et donc, on a tout un écosystème qui se répartit le long de cette chaîne de valeur et qui ont la même matière première, c'est les services Copernicus,
l'observation de la Terre en général, les services Galileo et le GNSS en général, et puis tout ce qui est IoT par satellite et télécommunications. Et l'objectif, c'est d'amener tout ce bon monde-là jusqu'à des marchés applicatifs dans lesquels le spatial apporte une vraie compétitivité aux produits. Donc, les actifs de SAFE et de la région sud, et donc du booster, à l'échelle nationale, alors j'ai segmenté entre l'échelle nationale et l'échelle régionale. On est membre du réseau national des ESABIC. Voilà, donc on est capable de faire rentrer des startups dans un dispositif d'accélération qui est porté par l'ESA et le CNES, donc qui s'appelle les ESABIC, et celui du sud de la France s'appelle donc les ESABIC Sud-France. On est également membre du comité de financement, le comité du French Tech Seed, qui s'appelle Space Ticket, qui permet à des entreprises d'accéder à un fonds d'investissement de BPI, donc qui s'appelle le fonds French Tech. Donc, si les entreprises ont un lien avec le spatial, on est capable de les amener vers ce fonds-là. Après, au niveau régional, comme je disais tout à l'heure, on a des acteurs historiques comme un Prime qui est numéro 1 mondial de la fabrication de constellations, c'est Thales Alenia Space. On a une supply chain, c'est-à-dire des sous-traitants qui sont plutôt orientés ingénierie, très peu sous-systèmes. Ils font de l'ingénierie, de l'étude, mais dans des domaines extrêmement pointus comme l'optique, la thermique, la mécanique. Donc, quelques exemples, on a des Expleo, des Sogeclair, des Sophia Engineering, Soditech, Altran, AK, voilà, des gens dont vous avez certainement entendu parler pour de l'ingénierie dans le spatial, mais pas que. On a en fait des acteurs du New Space. On a très peu d'entreprises qui sont clairement affichées New Space, dans le sens où ils fabriqueraient par eux-mêmes des plateformes et des satellites complets. On a un seul fabricant de plateformes multimissions de moins de 150 kg. Et on a une entreprise qui est à Monaco, qui possède un environnement d'intégration de type salle blanche pour des petits satellites. Voilà, mais ce n'est pas notre point fort, ce n'est pas vraiment la fabrication dans le cadre du New Space. On a des plateformes d'expérimentation pour le spatial qui sont extrêmement originales. J'en citerai deux. Il y en a une qui est un laboratoire souterrain bas bruit qui permet dans un puits sous la montagne de permettre d'être complètement isolé de tout rayonnement électromagnétique, de toute perturbation acoustique, de tout champ magnétique. Et donc, c'est un laboratoire qui permet de faire des expérimentations, en particulier pour le spatial, qui est extrêmement original et unique en France. On peut aussi, alors ça, c'est à vérifier, je n'ai pas encore eu confirmation totalement de la capacité de ce centre-là, mais on a un centre médical qui est capable de modéliser un environnement radiatif spatial pour pouvoir faire des tests de tenue aux radiations des sous-systèmes spatiaux. Et enfin, on a deux centres spatiaux universitaires. De la même façon que côté de Grenoble, vous avez le CESUG. On a un centre spatial universitaire, Côte d'Azur, qui est à Nice, et un centre spatial universitaire Provence, qui est au laboratoire d'astrophysique de Marseille, donc au LAM. Voilà. Et par contre, je l'ai mis en rouge, que je pense que c'est le plus important, on a beaucoup de PME régionales qui sont extrêmement innovantes et que l'on juge stratégiques pour le développement du New Space, donc qui sont plutôt sur des technologies clés ou des compétences clés. Parce que notre façon de considérer les choses, c'est que le New Space, c'est une partie émergée de l'iceberg, où il y a des acteurs du New Space que l'on connaît tous, des Venture Orbital, des U-Space, des Unseen Lab, des Emeria, voilà, donc des acteurs qui aujourd'hui sont extrêmement importants pour les acteurs, pour le New Space français. Mais on a aussi toute la partie immergée de l'iceberg, qui est tout ce qui est technoclé, ces technoclés vont permettre à ces acteurs-là de se développer avec une compétitivité optimale par rapport à la compétition mondiale qui est féroce. Donc, parmi ces technologies clés, on citera l'IA, l'optique, le logiciel, la microélectronique, la cybersécurité, tout ce qui est fabrication additive, et tout ce qui permettra de fabriquer ou de gérer l'énergie à bord d'un satellite de façon avec des faibles coûts.
Donc c'est plutôt sur cette partie immergée de l'iceberg que l'écosystème régional est positionné. Donc si on décline ça en technologie clé, on a des gens qui, par exemple, qui font de la cryptographie quantique. Je pense qu'on a des acteurs qui sont vraiment au top niveau européen, voire mondial sur ces questions-là. Des gens qui savent, par exemple, faire des sources compactes et haut rendement de photos intriquées, qui sont absolument nécessaires pour la cryptographie. Des détecteurs compacts et à haute sensibilité, donc des choses qui ont peu de bruit. On a beaucoup de gens qui travaillent sur l'autonomie bord-sol. Alors, de façon un peu dérivée, puisqu'en fait, ce sont des gens qui sont spécialisés dans l'automatique et dans le logiciel embarqué. On a une très forte culture Sophie Antipolis de l'époque de l'avènement des téléphones portables et des télécommunications mobiles. Donc, toutes ces technologies-là, aujourd'hui, peuvent trouver, on va dire, une application assez évidente dans le cadre des satellites de petite taille et du New Space en général. Sur le segment sol, on a pas mal de gens qui cherchent des solutions alternatives, enfin, en particulier un acteur qui cherche des solutions alternatives pour pouvoir piloter les satellites depuis la Terre. C'est un vrai problème, il y a de moins en moins de fréquences disponibles, il faut de plus en plus de stations sol partout autour de la Terre, donc ça c'est un vrai problème. On a pas mal de gens aussi qui travaillent sur tout ce qui est traitement du signal et surtout traitement du signal embarqué à bord du satellite. Donc là, on est dans de la microélectronique, on est dans du logiciel embarqué, on est dans l'intelligence artificielle toujours. Tout ce qui est système optique, beaucoup d'optique adaptative, des gens qui travaillent sur des télescopes compacts, des télescopes déployables, de l'imagerie hyperspectrale hyper compacte et low energy, des mécanismes de pointage de précision pour les charges utiles. Et puis, on a des choses un peu plus originales, comme des gens qui travaillent sur les missions habitées, la colonisation spatiale, ou l'exploitation de la Lune, l'exploitation de Mars et d'autres astéroïdes. Voilà en gros ce que j'appelle technoclé. Donc aujourd'hui, sur le New Space, on essaye d'identifier quels sont les acteurs qui ont vraiment une compétitivité et un rang mondial à jouer, enfin un rôle de niveau mondial à jouer dans le New Space. Donc là, on n'est pas dans l'histoire de dire voilà notre positionnement région sud, c'est la mécanique, les matériaux et procédés, des choses qui sont assez, ou même le digital. On est sur des choses très précises où on dit ces acteurs-là aujourd'hui ont une excellence de rang mondial. On essaye de référencer aussi les infrastructures qui sont nécessaires au développement et à l'exploitation du spatial, que ce soit au niveau des essais, de la production ou de l'exploitation, comme je viens de le dire, donc des salles blanches, des capacités de calcul de haute performance, des capteurs, des centres de compétences, des CSU, etc. On travaille beaucoup sur le design par l'usage, parce qu'encore une fois, on part plutôt de l'usage, on définit la mission, on essaye de raisonner après en termes de charge utile, et ensuite seulement, on raisonne en termes de plateforme et de système. Le gros atout aussi de la région, c'est d'être très orienté sur les expérimentations, en particulier sur la question des risques. Ça, c'est lié plutôt à l'activité du pôle SAFE. On est capable, si vous avez une solution basée spatiale ou pas d'ailleurs, mais de pouvoir l'expérimenter avec des territoires ou des acteurs. Et on a beaucoup cette culture de l'expérimentation d'usage. Enfin, l'expérimentation de système dans un contexte d'usage. Voilà. Et on a également quelques programmes européens qui vont dans ce sens-là, que ce soit pour accélérer le transfert de technologie, des programmes comme Space Endeavour, comme Secure IT, qui vont permettre de financer des expérimentations. Et de la même façon, les Challenge IA qui sont opérés par BPI, où on peut vous permettre aussi soit de répondre à des appels à projets de donneurs d'ordre, soit, si vous êtes un donneur d'ordre, capable de proposer des challenges. Et tout ça avec du financement. Voilà, donc les points communs, pour terminer, en conclusion, les points communs que je vois personnellement et qu'on a un petit peu discuté avec David entre nos deux régions, c'est évidemment des domaines applicatifs du spatial qui sont extrêmement importants, le tourisme, la montagne,
les sports, les loisirs, la protection patrimoniale, chose extrêmement importante, la gestion de l'eau et en particulier au niveau de la gestion de l'eau dans les fleuves et les rivières. On a aussi 2 instituts 3IA sur les 4 qui sont en France, donc un en région sud, un en région Aura. Et ensuite, on a un écosystème New Space qui a tendance aussi à se développer à partir d'autres secteurs que le spatial, c'est-à-dire le digital, la microélectronique, et puis il y a quand même un axe assez fort sur la microélectronique entre Sophia Antipolis, Rousset dans les Bouches-du-Rhône et Minatech. Et puis un secteur de l'automobile aussi qui aujourd'hui a tendance à se rapprocher du monde du spatial, puisque en fait, ce sont des problématiques d'embarquer qui sont un peu similaires. Et puis enfin, on a un accélérateur qui nous permet de mettre en place tout ça avec des startups. Voilà, moi j'en ai terminé pour cette présentation. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour tenter d'y répondre. Merci beaucoup Loïc pour cette présentation très claire. Il y avait une question de Jean-Louis Monin, dont j'en profite pour te présenter Jean-Louis Monin, qui est le successeur de Mathieu Barthélemy au CESUG, qui demandait quelle part existe entre votre activité entre spatiale et application spatiale. Je pense que tu as déjà pas mal répondu à la question. Mais grossièrement, est-ce que tu penses que il y a une bascule qui s'opère aujourd'hui? Est-ce que tu observes ça au niveau de la région sud? Alors déjà, il y a un point qui est important, c'est que dans le New Space, il n'y a plus cette dichotomie entre l'usage et le système. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on ne peut pas raisonner plateforme sans raisonner usage. Donc, de toute façon, même les gens qui font des plateformes aujourd'hui sont obligés de passer par le développement des applications et l'étude des marchés. Donc ça, c'est le premier point. Et même les donneurs d'ordre, aujourd'hui, comme Thales, s'intéressent de près, et ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, de ce que font du spatial les utilisateurs finaux. Je ne parle pas de leurs clients, je parle des utilisateurs finaux. Donc aujourd'hui, tout ça fait qu'on s'intéresse de plus en plus aux applications, c'est vrai, de moins en moins à la compétitivité de la chaîne de valeur donneur d'ordre sous-traitant, puisque ce n'est pas celle qui va prédominer, à mon avis, dans les années à venir. Mais on continue évidemment à donc accompagner nos maîtres d'œuvre dans cette voie-là et dans ce changement de paradigme. Mais oui, le développement des applications prend de plus en plus de part dans notre activité, sans que pour autant ça dépeuple ou ça mette de côté le premier aspect, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à utiliser le chat pour faire part de vos questions. Je reviens sur la slide concernant peut-être les collaborations. On évoquait tout à l'heure, avant de préparer, pour préparer ton intervention, sur la question de la gestion de l'eau fluviale, etc. Il y a des acteurs quand même qui sont assez notables. J'espère qu'on arrivera à les approcher et à les accompagner, comme la compagnie nationale du Rhône, le CNR, qui, je pense, à mon avis, doit avoir de gros enjeux au niveau de l'imagerie satellitaire ou même du pilotage peut-être de véhicules fluviaux via satellite. Je pense qu'il y a des enjeux comme ça qui sont pour le coup aussi. Et là, entre la problématique du fluvial et du maritime, sur lequel des acteurs comme Space Force et Centaura peuvent apporter une vision vraiment globale et complémentaire. Ce que j'aimais aussi beaucoup, c'était ce potentiel un peu sous-estimé, je trouve, dans la collaboration entre les instituts 3IA, comme tu me disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a des synergies à créer. On a quand même la chance, comme tu me dis, d'avoir 50% des instituts sur nos 2 territoires. Donc, on a une source de potentielle collaboration aussi, de développement de liens forts entre les 2 régions. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et c'est vrai que la partie d'héritage que vous avez des radiotélécommunications est extrêmement riche et intéressante aussi pour notre écosystème. Sur le coup, je me permets de prendre peut-être la parole pour Jean-Louis, vu qu'il peut pas la prendre, sur cette volonté aussi de structurer une filière en région sur les nanosatellites. On en discutait un petit peu, Loïc. Peut-être tu modéreras mon propos, mais
on a une vision peut-être plus industrielle ou en lien avec les industriels du côté de Grenoble par rapport au CESUC que tu as mentionné tout à l'heure, et de voir comment sur des applicatifs peut-être être aussi sur des modes de collaboration entre les trois CESUC et le monde industriel. Donc là, peut-être qu'on pourra en discuter aussi avec Jean-Louis en dehors du webinaire, mais pour avoir un petit peu ta réaction par rapport à ce point-là. Oui, alors moi, de toute façon, tu connais ma position sur le New Space. Je pense que le New Space, il sera européen ou il sera pas du tout en Europe. Hein. C'est-à-dire que si on essaie de faire les choses chacun dans notre coin, on n'y arrivera pas. Donc, il faut trouver ces complémentarités-là et on converge complètement. Hein. Aujourd'hui, les CESUC chez nous, ils sont très, très orientés recherche, même dans le cadre applicatif. Hein. C'est-à-dire que ce sont des applications qui ont vocation à faire de la science de la Terre et de l'univers, et peut-être un peu moins on va dire, de missions, on va dire, d'exploration de nouveaux usages à caractère commerciaux. Donc, oui, et puis pour revenir sur le point 3IA, je ne sais pas si vous avez le même problème au niveau du 3IA du côté de Grenoble, mais la liaison, le lien avec les industriels est quand même difficile à développer. Et pour moi, c'est une opportunité de dire, voilà, le spatial, c'est des pétas et des pétaoctets de données, il faut les traiter, il faut reconnaître des choses automatiquement. C'est un terrain de jeu qui est extrêmement favorable au développement de relations industrielles. Très bien, je vois que Jean-Louis est intervenu. Grenoble est peut-être plus orienté charge utile, composants logiciels embarqués, et il est ouvert à la discussion. Donc, un point pour peut-être commencer à élaborer des premiers échanges, et comme tu le mentionnais, peut-être profiter aussi et tirer parti des appels à projets européens pour être un peu un moteur au niveau de l'Europe, mais d'aller chercher du financement avec des collaborations à une échelle plus importante pour être plus efficace. Tout à S'il fait. n'y a pas d'autres questions, à moins que tu veuilles compléter, dire un dernier mot de la fin, Loïc. Non, moi je tenais juste à te remercier pour l'initiative parce que je pense que, comme je l'ai dit en introduction, ça va dans le bon sens et je pense qu'il faut qu'on continue dans cette voie-là et je reste à votre disposition. Alors, ce que je peux peut-être proposer, c'est que on est passé très rapidement sur les usages du spatial. C'est normalement une présentation que je fais à peu près en 1 heure. S'il y a vraiment l'écosystème qui a besoin de plus d'informations là-dessus, on peut développer ça ultérieurement. Bah, avec grand plaisir, et je pense que si on fait cette démarche-là, ça sera plutôt en présentiel, de manière à pouvoir en discuter aussi de vive voix et physiquement. Avec Merci plaisir. à tous et à toutes. Merci encore Loïc. Donc, n'hésitez pas à revisionner ou à transmettre, à partager ce webinaire via la chaîne YouTube de Minalgic. Donc la présentation, vous la retrouverez d'ici quelques heures sur la chaîne YouTube de Minalgic. Je remercie aussi ma collègue Nathalie qui a géré ce séminaire de nouveau d'une main de maître, et qui nous permet à la fois d'être dans les meilleures conditions et de vous permettre, vous, de retrouver le webinaire sous YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt au mois prochain pour un nouveau webinaire consacré au New Space. Au revoir, bonne journée. Merci, au revoir.